Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne pour le premier épisode de Intercut. Sur cette chaîne, on va parler de cinéma et on choisira à chaque fois une nouvelle thématique que j'analyserai ensuite en sélectionnant des films qui y correspondent. Ça peut être des films de tous les genres, de toutes périodes, de tous les styles. Ça existe encore les mecs ouvrent une chaîne YouTube en 2019? Putain, un vrai boulot, connard! Vu que c'est la première vidéo, on va aller sur un thème un petit peu particulier. Les chats au cinéma. Les chats ont toujours été très symboliques dans l'imagerie collective, dans l'art en général. C'est quelque chose qu'on retrouve depuis bien avant le Moyen-Âge et ça se retrouve également au cinéma. Ils peuvent être tour à tour symboles de mystère, d'exotisme, d'onirisme, parfois même d'érotisme. J'aurais pas mis cet extrait-là. Mais bon, on va laisser sa liberté artistique au monteur de l'émission. Merci. Les chats peuvent être un moyen pour le scénariste de livrer une version alternative des événements. Disons que très souvent, ils ont un temps d'avance sur les personnages humains, et ça leur permet de survivre, ou en tout cas d'être conscients de choses que nous, on ne voit pas. Ça peut être un danger, je pense au personnage du chat dans Alien. Bref, le choix a été hyper difficile, les chats sont très souvent représentés au cinéma, et parfois dans d'excellents films. Moi, personnellement, je me suis pas encore remis de la Catwoman de Tim Burton, par exemple. Mais il y a déjà 50 vidéos qui ont été faites sur ce sujet, je n'ai pas envie de faire de redites, on va plutôt s'éloigner et parler de films un peu moins connus. Le chat qui vient de l'espace est un film réalisé par Norman Tokar, et je ne ferai aucune blague sur son nom. Produit par Walt Disney, le film est sorti en 78 et a été plutôt bien reçu par la presse, par la critique et par le public. Et je serais pas surpris que certains d'entre vous l'aient vu dans leur jeunesse, c'est un film qui est resté un petit peu culte. Ici la Terre, Zunar J5, appel, fusée, mer. Zunar J5, ici fusée, mer. As-tu réussi atterrissage forcé? Donc l'OVNI se crache dans une ferme, les policiers sont appelés, ils se rendent sur place et ils constatent que y a bien une soucoupe volante qui s'est écrasée. Du coup, ils décident d'évacuer la soucoupe volante le plus discrètement possible pour que personne ne la voie. Oui, écoutez, si vous voulez de la logique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut pas regarder le chat qui vient de l'espace. Pendant que le chat ou l'alien quitte la soucoupe et utilise ses pouvoirs télépathiques pour suivre les militaires, les scientifiques se sont réunis autour d'un réacteur ultra moderne trouvé dans la soucoupe, et c'est pour nous l'occasion d'admirer la finesse d'écriture de nos amis scénaristes. C'est magnifique. Vous n'avez pas d'autres observations? Ah, si, c'est drôle, ça a l'air d'un artichaut. Nous voyons que ça a l'air d'un artichaut, Wilson, mais il marche à quoi? La mayonnaise? Parmi ces scientifiques, Frank, un homme brillant mais incompris, qui ressemble un peu trop à Jean-Luc Reichmann, qui va se faire repérer par le chat pour sa grande intelligence. La mayonnaise? Bref, le chat va flasher sur lui et va se rendre dans son appartement pour lui proposer un marché. Tu m'aides? Et moi je te fais progresser. Ça te va? Oui, parce que le chat peut parler, il peut déplacer les objets, il peut ouvrir les portes, il peut réagir avec son environnement. C'est logique, puisqu'il a un collier qui développe les facultés psychologiques et... Mais si, c'est logique. Donc, notre ami Frank, accompagné par le chat, se rend dans une base secrète américaine ultra confidentielle, qui, comme toutes les bases secrètes américaines ultra confidentielles, est protégée par... Et ils retrouvent la soucoupe. Malheureusement, ils se font repérer et parviennent à s'échapper après une course-poursuite qui sent bon les années 80. Les voilà! Laissez passer! Le reste du film est très classique. Pour faire redémarrer la soucoupe, il faut de l'or. Donc Frank présente le chat renommé Check à son amie Louise, et va trouver l'or nécessaire pour faire redémarrer la soucoupe en jouant à des paris sportifs truqués. Bel exemple pour la jeunesse. Et pendant ce temps-là, des méchants scientifiques, pas les gentils scientifiques d'avant, mais des méchants cette fois, découvrent le secret du collier télépathique et décident de s'en emparer pour devenir... Le maître de l'univers.
Les méchants prennent Louise en otage, ce qui force le chat à rester sur Terre alors qu'il avait tout pour repartir, dans une séquence qui nous permet également de découvrir le sublime jeu d'acteur de Sandy Duncan. Oh, et dire que ce film est l'apogée de ma carrière. Frank et le chat réussissent à sauver Louise, et l'armée comprend que le chat, c'est un gentil extraterrestre qui a rien demandé à personne. Finalement, le chat décide de rester sur Terre et de devenir un citoyen américain prêt à tout pour servir et défendre son pays. Ah non, mais vraiment, je vous jure, regardez, c'est comme ça que ça se passe. Moi, Jake. Moi, Jake. Prête en ce jour un solennel serment au drapeau des États-Unis d'Amérique. Prête en ce jour un solennel serment au drapeau des États-Unis d'Amérique. Et à la République qu'il représente. Et à la République qu'il représente. Et voilà, c'était le chat qui vient de l'espace, et franchement, c'était bien. Non, vraiment, c'est un film qui sent les années 80 à plein nez, mais ça a quelque chose de touchant, d'un peu niais, d'un peu innocent. C'est un peu à voir avec un rêve de gosse, de voir son animal préféré s'envoler, parler avec toi, vivre des aventures avec lui, ça a quelque chose d'assez fou. C'est autre chose que vomir dans sa gamelle et puis miauler à 5h du mat'. Il y a même un aspect politique assez intéressant avec notamment ces militaires américains qui sont complètement à côté de la plaque, qui sont obnubilés par les communistes et par les soviétiques. Voyez-vous un marteau, une faucille, colonel? Non, mais peut-être est-ce à l'intérieur, mon général. Maintenant qu'on a vu un exemple de film utilisant le chat pour apporter une touche décalée et mignonne à une comédie grand public, on va faire le grand écart et on va aller directement en Australie. Bad Boy Baby est un film australien réalisé en 93 et qui a fait énormément de bruit à sa sortie. Il a gagné le Grand Prix à la Mostra de Venise et Quentin Tarantino lui-même l'a qualifié de film génial et il a pas forcément tort. Bad Boy Baby est réalisé par Rolf de Heer et c'est un ovni, c'est un film incroyable. On est plongé dans l'esprit de Bobby, un attardé qui vit depuis 35 ans dans une maison crasseuse, avec une mère aussi tarée que lui, qui lui a fait croire que l'air du dehors était irrespirable et qu'il allait mourir s'il sortait. C'est un film très dur dès les 30 premières minutes et dès les premières scènes d'exposition. On a droit à de l'inceste, de la torture, du sadisme. C'est vraiment un film qui a cumulé les polémiques à sa sortie. Il y a eu des polémiques artistiques, notamment parce que le film a été tourné avec 32 chefs opérateurs différents, qui se sont succédés à partir du moment où Bobby découvre le monde extérieur, ce qui fait que chaque séquence d'extérieur a une lumière différente, une manière de filmer différente. Il y a vraiment un cachet qui varie à chaque séquence, et je trouve que c'est une idée personnellement assez géniale et pleine de sens dans le contexte du film. Et il y a eu d'autres polémiques un peu plus dérangeantes, dont l'une d'elles implique un chat. Be steady, you little cunt! Oh Christ, I'll beat your brainless. C'est par le chat que Bobby va commencer à développer les premiers soupçons vis-à-vis de sa mère. Bobby comprend que le chat vient de dehors, du coup il y a deux solutions. Soit le chat c'est un être qui a pas besoin de respirer, et dans ce cas-là il respire pas l'air empoisonné, tout va bien. Soit, en fait, l'air est totalement respirable dehors. Du coup Bobby va mener son enquête, et ça va nous amener à... Oh le con. Vous savez, j'ai du mal avec la maltraitance animale dans les films, autant les pires scènes de torture me dérangent pas du tout, mais un animal qui meurt dans un film et je peux sortir de la salle quoi. Bref, après une série d'événements, Bobby est amené à quitter sa mère et à découvrir le vrai monde. Et à partir de ce moment, le film change complètement et se transforme presque en feel-good movie, avec une succession de situations absurdes et décalées. Bobby ayant vécu avec un chat, et ce chat étant sa seule référence, il agit comme un chat en fait, il agit comme lui. Et l'interprétation de Nicholas Hope, qui était ultra glauque au début, devient presque une source de comédie. Et ça, c'est une vraie performance d'acteur. Après un film pareil, je suis sûr qu'il a développé une filmographie incroyable. En tout cas, l'idée de faire de Bobby une sorte d'animal, de félin perdu dans un monde où il ne peut communiquer qu'en répétant des phrases qu'il a déjà entendues, amène des séquences parfois comiques, parfois touchantes, très souvent émouvantes d'ailleurs. Don't move, you little cunt. I'll beat your brainless, but Christ. Good cat. Bobby va complètement évoluer et devenir une sorte de messie. Cette évolution du personnage, c'est vraiment un des énormes points forts d'un film complètement fou, qui tire sur tout ce qui bouge, la société, la religion, le sexe, les hommes en général, et je peux que vous encourager à le découvrir, c'est vraiment une expérience à part. Jesus Christ! Get the fucking thing out of here, you mad bastard!
you greedy bastard! Look at the silly bastard, would you? You pooped a bastard! On a vu à travers 2 films 2 représentations bien distinctes du chat au cinéma. L'une très comédie, très familiale, très américaine finalement, qui se sert du capital sympathie de l'animal pour attirer du monde dans les salles. L'autre beaucoup plus glauque, qui se sert du fait que tout le monde aime les chats, pour choquer le spectateur et lui faire ressentir ce que Bobby a subi et a fait dans sa vie. Mais il y a une dernière conception que je voulais évoquer avec vous, c'est le chat qui sert de prétexte pour parler d'un sujet beaucoup plus large et beaucoup plus global. Et alors là, j'ai longtemps hésité. J'aurais pu vous parler du chef-d'œuvre Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret, dans lequel un vieux couple se déchire après que l'homme ait ramené un chat errant et commence à délaisser sa femme qui devient de plus en plus jalouse. Tu te fous de moi, non? Je te préviens que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi. Et le chat devient un prétexte pour une étude sociologique sur la vieillesse, sur l'homme, très très sombre. Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours. On peut dire que c'est un couple qui s'ignorait. Pardon. J'aurais pu aussi vous parler du film Chacun cherche son chat de Cédric Clapiche, un de ses meilleurs films pour moi, qui raconte comment Chloé, une jeune femme un petit peu isolée, un petit peu solitaire, redécouvre Paris, son quartier, ses voisins, en cherchant son chat qui s'est enfui. Et tu pourrais parler de Harry Potter 3 aussi. Hein? Ben oui, Patron qui chasse Croutard, c'est un prétexte pour faire évoluer la relation entre Hermione et Ron. Tu sais, ils se cherchent, ils se provoquent, ils se... Bref, pour le 3e et dernier film, on va quitter la fiction et parler d'un de mes coups de cœur du moment, Keddy, des chats et des hommes. Un documentaire sur les milliers de chats qui vivent à Istanbul depuis des siècles. C'est le premier long métrage d'une jeune réalisatrice turque, Steyda Torun, à suivre de très près. Cette phrase est à prendre au sens figuré, n'allez pas la suivre dans la rue s'il vous plaît, ce serait du harcèlement, et le harcèlement c'est mal. Alors, le film s'ouvre sur un carton-titre situant un peu le contexte. Première chose, quiconque réussira à regarder ce film sans lâcher de « Oh non, trop mignon !» finira probablement comme Bobby. Ouais, bof, c'est des chats quoi. Pourquoi tu te promènes avec le cellophane ? On suit plusieurs histoires d'hommes et de chats qui s'entremêlent. On a ce pêcheur qui recueille des chatons et qui remplace leur mère, ce chat qui sert de mort au rat dans un restaurant du littoral. À proprement parler, il n'y a pas vraiment de narration, pas vraiment d'évolution des personnages. Il y a surtout cette envie de filmer Istanbul dans tous les coins, à hauteur de chat, et ça marche, on s'ennuie pas. Parce que le film est assez court, assez intelligent pour ne pas se répéter, et que le fait d'avoir des chats comme personnage principal fait qu'on s'attache immédiatement, et que du coup la caractérisation peut se réduire au strict minimum. La grande force du film, c'est cette double lecture qu'on n'imagine pas forcément au début. Les chats semblent être le sujet principal du film, ils sont partout, tous les dialogues sont à leur propos, les hommes semblent limite être à leur service. Mais là où Keddy est très intelligent, c'est qu'en creusant un peu, on se rend vite compte que les chats sont un prétexte pour la réalisatrice de parler, toujours subtilement, du fait qu'ils fassent énormément de bien aux hommes, et que les hommes se servent d'eux pour oublier un petit peu leurs problèmes, leur quotidien, leur misère, leurs difficultés à vivre dans un pays qui est en pleine mutation. Değiştirmeye çalışıyorum. O kadar şey ki herhalde derinde bir şey. Ben de öyle yorumluyorum. Bunlara rağmen o kadar iyileşmedi yani. Sürdürüyorum yani bir onlarınki de iyileşecek, benimki de iyileşecek herhalde. Et le film ne verse jamais dans le misérabilisme, il reste toujours lumineux, et rarement les chats auront été aussi bien filmés. C'est un film bienveillant, peut-être un peu idéaliste, puisqu'à aucun moment la surpopulation des chats pose problème. Je suis jamais allé à Istanbul, mais j'imagine qu'il n'y a pas que des bons côtés à ça. Mais peu importe, c'est beau, c'est touchant, c'est un film qui fait du bien. Voilà, on a pu voir quelques manières dont le chat pouvait être utilisé dans un scénario. Avoir un chat dans un film, même s'il est au second plan, même s'il paraît accessoire, c'est jamais anodin. Il faut bien comprendre que ça implique un temps de tournage supplémentaire, des coûts supplémentaires, des dresseurs sur le set. C'est quelque chose qui est jamais pris à la légère et vous pouvez être sûr à 100% que si vous voyez un chat dans un film, il a une signification importante. D'ailleurs, je trouve qu'au cinéma, on reconnaît pas les chats à leur juste valeur, contrairement aux chiens. Discrimination absolue. En 2001, le Festival de Cannes a lancé la Palme Dog. C'est l'équivalent de la Palme d'Or pour les meilleurs chiens dans les films. Et il n'y a jamais eu de Palme Cat. Parfois, la vie me semble être un trou béant duquel on ne voit que souffrance et douleur. Quels sont mes désirs ?
Pourquoi mon âme brûle-t-elle d'un feu glacé que rien ne peut éteindre? J'erre sans but, et l'ultra-capitalisme ambiant dévore mon esprit pendant que la course à la consommation nous fait glisser vers une destruction sociétale que nul ne peut enrayer. Kant avait raison, l'égoïste moral est celui qui ne voit d'utile que ce qui lui est utile. Et voilà, c'est à la fin de cette première vidéo, j'espère que le format vous aura plu. Ouais, bah, je préfère encore du Rendal. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner ou à me suivre sur Facebook. Et pour la prochaine vidéo, je vous propose d'analyser cette fois 2 thèmes bien différents et c'est vous qui choisissez celui que vous préférez. Lovecraft au cinéma ou la saga Universal Monster. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et moi je vous dis salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pourquoi tu mets du Aya Nakamura avec des miaulements de chat autotuné, c'est hyper chiant. Quoi, tu veux faire des vues ou pas?